Et de cette construction va naître la première étape de la relation de couple qui est la fusion. Je reprends ou c'est bon? Le coup de foudre ou processus de séduction qui vont amener à la... Eh bien voilà, je reviens à... Non. À la fusion et puis la construction du couple. Donc la fusion, c'est quoi? Vous avez un coup de foudre. Alors attends, parce que je pense que ce n'est pas le bon PowerPoint que j'ai mis. Voilà, coup de foudre, séduction, idéalisation qui amène à la fusion. Donc le coup de foudre, qu'est-ce que c'est? Le coup de foudre, c'est un phénomène que l'on décrit comme étant une décharge émotionnelle forte à la vue de quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas. C'est un ou une inconnue dans la rue qui, tout d'un coup, fait en sorte que votre cœur s'emballe, vous avez une décharge d'adrénaline, vous sentez que le cœur, tout d'un coup, s'emballe. Ah, je vois des sourires, hein, ça vous parle. Et puis, vous sentez qu'il y a une chaleur qui arrive, la température augmente, vous ne savez pas pourquoi. Vous avez, alors, chez nous, ça se voit, le rose aux joues qui apparaît, mais je sais que chez vous aussi, le phénomène existe parce que je l'ai vu quelquefois. Donc, on sent que voilà, le rose apparaît et on ne sait pas ce qui se passe. On commence à perdre ses moyens, on commence à bégayer. On ne sait plus comment faire, on ne sait même plus comment on se prénomme. Et pourtant, la personne qui est face à soi, on ne sait pas qui c'est. Et on se dit, waouh! Ça peut se passer dans l'église. Hein. En principe, il vaut mieux que ça se passe dans l'église que dans la rue, évidemment, vous avez compris. Hein? Mais ça peut se passer à l'université, mais ça peut se passer à l'église aussi. Un jour, une jeune fille rentre et va t'en savoir pourquoi tu as le coup de foudre. Ou inversement. Tu ne sais pas l'expliquer, mais il s'est passé quelque chose. Donc, ça mène à un état passionnel. Je vais vous expliquer après ce que c'est que l'état passionnel. Mais ça amène à un état passionnel, c'est-à-dire que tout d'un coup, à partir du moment où j'ai ressenti tout ça en moi, eh bien, ça vient prendre toute la place. C'est-à-dire que, quelle que soit l'activité, où que j'aille, quelles que soient les choses que j'ai à faire, il y a en permanence l'image de ces yeux extraordinaires que j'ai croisés dans la rue, que si en plus on ne s'est pas présenté, si ça ne s'est pas passé comme ça dans une réunion de jeunes, etc., je me demande si à l'arrêt de bus je vais le retrouver ou pas, ou la retrouver ou pas. Enfin, ça vient prendre beaucoup de place. Et ça, c'est un état qui ne va pas s'inscrire dans le temps. C'est ce qu'on appelle un feu de paille. Coup de foudre, on dit c'est un feu de paille. Parce qu'il n'y a pas de construction, il n'y aura pas de construction forcément derrière. Mais pas toujours. Et puis, il y a l'autre façon, l'autre rencontre qui est la séduction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut être la suite de ce fameux coup de foudre, où je vais tout faire pour aller rencontrer cette personne, voir si je n'ai pas dans mon entourage des personnes qui peuvent me là ou le présenter. Et là, tout d'un coup, je vais me faire toute belle. Pour moi, je parle, mais les garçons, vous faites la même chose, n'est-ce pas? Vous allez vous raser un peu plus de près, vous allez faire attention qu'il n'y ait pas un cheveu qui dépasse et vous serez bien habillé. Et vous vous mettrez sur votre 31, le plus beau ou la plus belle possible. Vous en mettrez même un peu plus, c'est-à-dire que vous essayerez même de corriger un petit peu ce que vous estimez vous être un petit défaut ou pas. Et puis tout d'un coup, au lieu d'arriver avec votre tempérament, si vous avez un tempérament un petit peu fort, vous arriverez toute douce et toute... messieurs, c'est la même chose. Vous cacherez, vous dissimulerez un petit peu tout ce qui pourrait potentiellement être un peu dérangeant. Et puis là va commencer le processus de séduction, c'est-à-dire que petit à petit, pas à pas, on va avancer et essayer de se montrer tellement au mieux de soi qu'on espère qu'il va y avoir quelque chose après. Alors, la séduction, ça vient du mot latin « seducere », qui veut dire « détourner du droit chemin, amener à part, à l'écart, attirer, charmer ». Vous voyez ce que je veux dire un peu? C'est voilà, viens un peu de ce côté-là.
parce que j'ai des choses à t'expliquer, à te montrer. Et donc, au démarrage de la séduction, c'est en général une attirance non réciproque. Alors, si elle l'est, merci Seigneur, ça peut faciliter les choses. Mais souvent, il y a tout ce travail de la séduction qui va faire en sorte qu'on va essayer d'aller attirer l'autre, de l'amener à soi, alors qu'au démarrage, on était un parfait inconnu pour lui. Et ça va pouvoir aussi se passer par quelque chose qui est que l'on peut trouver, que vous pouvez trouver, vous, étudiants, quand vous prenez le... J'ai vu transport en commun, c'est les petits bus tout colorés, là, ils sont beaux chez vous, et où tous les matins, on prend le même bus et on se retrouve au même arrêt à la même heure avec la même personne. Et ça, tous les matins, pour aller quasiment au même endroit où lui ou elle va s'arrêter un petit peu avant, et puis mais on sait qu'on va se retrouver, peut-être, dans le même bus de retour, et puis si on s'aperçoit qu'il y a un petit décalage horaire, on s'arrangera pour que le décalage horaire s'efface et qu'on le retrouve, et petit à petit on fait connaissance, on se dit bonjour, on se voit, puis on se présente, on parle de on se donne les prénoms, on parle un petit peu de sa vie, de ce que l'on fait dans la vie. Et puis petit à petit, on fait un chemin comme ça ensemble. Et ça, c'est aussi un chemin de séduction, quelque part, qui va parce qu'on commence à faire connaissance avec quelqu'un. On va avoir un phénomène d'habituation à la personne, un phénomène où on va petit à petit se trouver des points communs, et puis du plaisir à partager des choses ensemble. Peut-être une amitié va naître, et puis au-delà de l'amitié, peut-être un possible chemin à faire derrière. Donc, ce sera la naissance de la passion. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Alors, dans la naissance de sa passion, il y a 5 éléments prépondérants qui arrivent, que vous avez peut-être déjà tous connus. On en a parlé tout à l'heure, c'est la pensée totalement tournée vers l'autre. Il prend quasiment toute la place, il est l'objet de notre passion. On ne lui voit aucun défaut, évidemment, puisque on est complètement ébloui par ce que l'on ressent, donc on va effacer tout défaut, et s'il y a réciprocité dans cet échange-là, on va nous effacer nos défauts, il va lui effacer les défauts. On a donc cet espoir d'une attirance réciproque qui n'est pas, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas évidente, qui n'est pas tout de suite au démarrage. Et puis, on a nos émotions qui font le grand 8, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que tout d'un coup, je vois cette personne pour laquelle j'ai eu ce coup de foudre ou cette attirance incroyable, et quand cette personne est là, mais je vis dans le bonheur absolu, dans un bain de joie, de bonheur, tout va bien dans ma vie, il peut se passer n'importe quoi, c'est pas grave, la personne est là et donc je suis heureuse. Et puis tout d'un coup, il n'est pas dans le bus, il n'est pas à l'arrêt de bus ce matin, ou il n'est pas à la fac, ou il n'est pas à l'église, ou je ne le vois pas, ou je ne la vois pas, et là tout d'un coup, tout tombe. Je ne vais pas bien, je n'ai pas le moral, je suis inquiète, je suis déprimée. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Est-ce qu'il s'est aperçu que j'étais attirée ? Est-ce que je l'ai trop regardé ? Et tout d'un coup, plein de questions se passent. Et puis, il suffit qu'il ait loupé son bus et en fait, il arrive après. Et tout d'un coup, plouf, je remonte. Et en fait, c'est ça toute la journée, tous les jours. Et c'est épuisant. Mais en même temps, la nuit, on ne va pas non plus dormir parce qu'il se passe quelque chose en nous qui fait en sorte qu'on n'arrive pas non plus à dormir parce qu'on continue à penser en permanence à cette personne-là. Et puis, 5e élément, c'est quoi qu'il arrive, il faut lui plaire à tout prix. Quoi qu'il arrive. Donc on est amené parfois à faire vraiment des grosses bêtises, du style à aller dépenser l'argent qu'on n'a pas forcément pour aller s'acheter la belle tenue qu'on espère pouvoir porter pour pouvoir l'attirer un peu plus. Et puis d'autres choses. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ces 5 éléments nous disent qu'en fait on est en perte de contrôle absolu. Total. On n'a plus du tout le contrôle sur soi-même. Oui ?
Ça vous parle toujours? Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous dire, à vous annoncer, c'est qu'en fait, tous ces phénomènes-là, on se dit, ça y est, j'ai trouvé l'homme de ma vie, ça y est, c'est la femme que je vais épouser, je le sais, je le sens, Seigneur. Merci, enfin, tu l'as mise devant moi, enfin, je la reconnais, c'est elle, enfin, je le reconnais, c'est lui. Eh bien, tout ce que vous ressentez, c'est essentiellement dû à votre cerveau qui fabrique, qui a mis en route tout un système hormonal qui fait en sorte que vous êtes dans cet état-là. Et que quelque part, on a en nous inscrit dans nos codes génétiques, dans notre hérédité d'hommes et de femmes, quelque chose qui reconnaît en l'autre le ou la partenaire qui va être potentiellement le meilleur ou la meilleure reproductrice. Excusez-moi, ce n'est pas glamour du tout. Mais notre corps, notre cerveau pense d'abord dans ce sens-là. Donc, à un moment donné, il se passe quelque chose dans notre corps qui fait en sorte que dans notre système nerveux, dans notre système hormonal, il se passe quelque chose qui dit « voilà le meilleur partenaire que la nature peut me donner pour pouvoir procréer au mieux. » On n'est plus dans l'amour, là. Je suis désolée. Alors, on a ça, donc ce sont des neurotransmetteurs majeurs, des hormones majeures. Les deux à retenir essentiellement, c'est la dopamine et l'ocytocine. Vous en avez entendu parler. La dopamine, c'est l'hormone du désir. C'est celle qui rend nerveux et trépidant aussi, qui fait qu'on est pressé et qu'on a vraiment, vraiment besoin de voir la personne. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. C'est celle que l'on va aussi sécréter, nous les mamans, quand on va allaiter nos bébés. Pendant l'allaitement, c'est pour ça que je suis vraiment... je défends l'allaitement plus que la prise de biberon tout de suite, si on peut allaiter un enfant, parce qu'il y a ce processus extraordinaire de l'allaitement qui crée l'ocytocine et qui crée l'attachement du bébé avec sa maman. Il y a cette sécrétion-là. Et aussi, plus loin, cette hormone-là est sécrétée durant l'acte sexuel, aussi, au moment du plaisir que le couple peut éprouver. Il y a aussi là cette hormone qui est mise en jeu et qui va créer de l'attachement dans le couple, d'où la sexualité. Après le mariage, reste quelque chose de très important dans le couple, quel que soit l'âge du couple. Ça reste très important. Alors, je vais reprendre un petit peu la parole. Je vais parler en pasteur. Christine parle en conseillère conjugale. Je vais en parler en pasteur et je vais décrypter un certain nombre de choses que Christine vous a dites avec le regard du pasteur. D'accord ? La première des choses qui m'arrive souvent, qui m'est arrivée souvent, c'est d'entendre dire j'ai rencontré mon futur mari ou j'ai rencontré ma future femme. Il est chrétien. Donc, en fait, évidemment, au regard du pasteur, c'est bien ça. C'est bien, parce qu'on se dit, ok, c'est déjà un bon choix. Sauf que, première des choses que je vais casser comme code, le fait que ce soit un chrétien ne veut pas dire que c'est votre futur conjoint ou pas. Attention, je n'ai pas dit chercher des non-chrétiens, d'accord ? J'ai dit, le fait que ce soit un chrétien ne fait pas de facto votre futur mari ou votre future femme. Parce qu'il y a des imbéciles chez les chrétiens. Chez les hommes et chez les femmes. Donc, le critère n'est pas suffisant. Il va falloir d'autres critères. Et dans l'Église, savez-vous, bon, vous n'avez pas ce problème ici, vous n'avez pas ce problème. Mais quand vous venez à l'Église d'Évry, dans laquelle j'ai été pasteur pendant 30 ans, vous venez le dimanche matin, vous avez 150 enfants à l'école du dimanche. D'accord ? De 3 ans, je ne parle pas des enfants qui sont à la garderie, à la nurserie, je parle de ceux qui sont en âge d'être allés à l'école du dimanche jusqu'au niveau de la 5e. Savez-vous quel est le sujet de prédilection des enfants à l'école du dimanche ? Non ? Eh bien, pour les filles, c'est les garçons, et pour les garçons, c'est les filles.
que vous le vouliez ou non, ça commence à tous les âges. Et moi, je me souviens qu'à l'école maternelle, j'étais amoureux d'une petite fille. Et je rêvais de lui offrir un bijou comme les adultes. Mais j'avais tellement peur que je ne le faisais pas. Et il n'y a pas si longtemps que ça, un de mes petits-fils, de nos petits-fils, qui a 8 ans, notre fille nous envoie une photo. Il était en costume, nœud papillon et tennis. Ça, c'est un peu particulier. Et jogging. Il avait un jogging, mais il avait quand même la veste. La chemise, la veste, nœud papillon. Et il s'habille le matin, et il arrive au petit déjeuner, et sa mère le voit, elle lui dit « Mais tu vas où là ?» Et elle dit, il lui dit « Je vais à l'école. » « Ah ben oui, je sais bien, mais pourquoi tu as mis cette tenue ?»« Parce que je vais demander en mariage une telle fille. »« Ah bon, tu vas faire ça ?»« Ben oui, je vais le faire. » Bon, elle le laisse faire. Et elle se dit, je ne sais pas trop comment l'institutrice va prendre la chose, mais on verra bien ce soir. Et le soir, il rentre à la maison et elle lui dit, alors, ça s'est passé comment, ta demande en mariage? Il dit, mais elle n'a pas voulu. Je dis, ah bon? Oui, elle n'a pas voulu, mais c'est pas grave, il y en a d'autres. Donc, si je vous donne cet exemple, c'est qu'on ne va pas tricher. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église qu'on va tricher, d'accord? Il ne faut pas tricher. Nous sommes des êtres sexués. Dieu nous a fait hommes et femmes. Et il vit que tout cela était bon. Donc, l'attirance vers l'autre sexe est légitime, fait partie du plan de Dieu. Et plus on va grandir, rempli des hormones qui montent en puissance à votre âge, eh bien cette attirance prend de la place et va nous dépasser. D'où ce mécanisme soit du coup de foudre, soit alors du jeu de la séduction. Et nous dépassant, eh bien, nous rentrons dans une zone rouge dangereuse. Parce que, et vous l'avez déjà entendu, l'amour rend aveugle. Et pourquoi on dit cette expression? C'est justement parce que l'amour fait qu'on invente un autre personnage. Tu vas en parler peut-être? Voilà. On invente un autre personnage qui n'est pas. On se fabrique un conte de fées. Et ce n'est pas parce qu'on est dans l'église que ça n'existe pas. Après maintenant, 33 ans de ministère, au début, jamais ça me serait arrivé à l'idée. Jamais je me serais dit, eh bien, je ne marierai pas ce couple. Maintenant, ayant vécu, ayant peut-être plus rien à prouver, eh bien, ça m'est arrivé une fois de dire, je suis désolé, mais moi, je ne vous marierai pas. Pourquoi je ne vous marierai pas? Parce que je ne serai pas capable de faire le service après-vente. Pourquoi je dis que je ne serai pas capable de faire le service après-vente? Parce qu'il n'y a pas les éléments essentiels pour un futur tous les deux. Vous allez dans le mur, tenant compte de paramètres que je connaissais, je ne vais pas les développer là et je pourrais peut-être le faire ailleurs. Je vais redonner la place à Christine en disant attention, les mêmes réalités dans le monde s'exercent dans les mêmes réalités dans l'Église. L'aveuglement, le jeu de séduction. Je te relaisse la parole. Voilà, donc je vous ai parlé de la première réaction inconsciente, qui est celle de vos hormones. Et puis, il y en a une deuxième qui, justement, va venir toucher ce que Georges vous disait tout à l'heure. C'est en fait la réminiscence de ce que vous avez pu vivre dans votre enfance. C'est-à-dire que inconsciemment, vous avez mémorisé, vous avez ressenti, vous avez incorporé un certain nombre de choses, d'émotions qui vont vous marquer toute votre vie et qui vont marquer aussi votre vie d'homme et de femme, jusqu'à la façon dont vos parents ont réagi à vos pleurs quand vous étiez enfant. Donc ça va être, vous allez réagir en fonction de ça aussi. Et donc, dans cette réaction que vous allez avoir de toute cette sensation incroyable et merveilleuse que vous allez avoir, vous allez en fait en premier lieu être dans la recherche de la relation fusionnelle à votre mère, qui était quoi? L'indifférenciation.
elle était vous quand vous étiez au sein, elle était vous, vous étiez elle. Eh bien, c'est ce qui va se rejouer là, avec cette personne dont vous êtes tombé amoureux, ou que, oui, si vous essayez de le séduire, c'est quelque part, vous êtes tombé déjà amoureux de cette personne. Mais c'est cette recherche-là, cette recherche d'indifférenciation. Je suis toi, tu es moi. On se rencontre, on dîne ensemble, on regarde l'heure, on dit « mais il est déjà 5 heures du matin, on n'a pas arrêté de parler » et on ne s'est pas rendu compte que le temps passait si vite. Et imagine-toi, je l'ai vécu, j'ai 3 filles. Maman, mais tu sais qu'on écoute les mêmes musiques, on était au même concert, au même moment, tu imagines, c'était extraordinaire, on ne s'est pas vu, on s'est loupé, mais c'était génial. Et il lit les mêmes livres que moi, et finalement, et quand on parle, eh bien, je commence la phrase et il la termine, maman. C'est un signe, c'est ça. C'est lui, obligatoirement, c'est lui. Oui, ma chérie, calme-toi un peu. Voilà, ça, c'est l'indifférenciation. Calme-toi, le pompon. Voilà. Quand vous en êtes là, vous prenez un glaçon, dites-vous, attention, danger, danger, danger. Vous savez, voilà. Après, vous êtes dans un mouvement de dépendance et de soumission. On est d'accord ? Mon chéri, j'aimerais vraiment qu'on aille voir un ballet. Oh mais oui, ma douce, mais oui, ça me ferait tellement plaisir. Mais jamais de sa vie, il n'a eu envie d'aller voir un ballet avec vous. Et un jour, il ouvrira les yeux et dira à ses copains, mais qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là ? Et en plus, c'était le jour où mon club de foot préféré jouait et j'ai loupé ça pour elle. Mais qu'est-ce qu'il m'a pris ? Eh bien, on est dans ça. La dépendance et la soumission. On va être complètement incapable de dire non à l'autre parce que la peur qu'ils disent ou qu'elles disent non, mais ce serait déchirant pour mon pauvre petit cœur. Donc, on dit oui à tout, et même à des choses auxquelles on n'aurait jamais dit oui. Manger un plat que jamais vous n'auriez voulu manger, eh bien, vous allez le faire, juste pour être sûr qu'il continue à vous aimer. Perméabilité à l'autre, c'est ce que je vous disais. C'est cette espèce d'impression qu'on ne fait plus qu'un, qu'on pense les mêmes choses, qu'on aime les mêmes choses, qu'on a trouvé ça. Maman, j'ai trouvé mon âme sœur. Vous l'avez fait? Vous avez dit ça, vous aussi? J'ai trouvé mon âme sœur, j'ai trouvé celle qui me complémentait, la partie de moi, Platon. Hein? Platon, vous avez lu Platon il n'y a pas longtemps, hein? Cette moitié de moi qui me manquait et qui vient me compléter parce que tout seul je ne suis pas complète. Mais depuis quand on n'est pas complet tout seul? Vous voulez me raconter ça? Vous voulez me le dire? Alors, désir d'intimité, d'union physique, ça c'est les hormones qui sont là, plus, et on n'ose pas, et puis tout d'un coup on se regarde droit dans les yeux, puis tout d'un coup il y a oh, t'as vu la scène? T'as vu comment c'est? Et là, ça y est, la main est passée. Et là, c'est fini. Et là, c'est fini, parce qu'une fois qu'on a posé la main, sur le poignet, il y avait les vêtements, hein, c'était pas... Mais c'est fichu. Alors, break sur ce que dit Christine. 3 choses. La première, en fait, c'est qu'elle a employé le mot soumission, elle a employé le mot faire cœur. Ça, c'est des expressions bibliques, d'accord? Sauf que vous avez compris que la référence qu'elle fait ici de soumission et de faire cœur, c'est l'opposé de ce que nous dit la Bible. Parce qu'on est prisonnier dans un autre jeu. Vous me comprenez bien, d'accord? Et la troisième chose, c'est, écoutez bien ce que je vous dis, c'est que toutes les études montrent que dans le processus amoureux, justement ce processus de séduction, à un moment donné, pour tous les couples, hein, ça va passer par le toucher. Il va forcément y avoir ce premier contact. On ne sait pas comment il se passe, d'accord? Toutes les études montrent qu'apparemment, ce sont les femmes qui touchent en premier les hommes.
savez quoi, oui, non. Et en fait, pendant qu'il le disait, m'est revenu une scène, il n'est pas au courant, parce que c'était il y a longtemps, très très longtemps, j'avais votre âge, où un jeune étudiant m'emmène au cinéma et il y a une scène dans le film, je ne sais plus ce que c'était, un film d'action, et il me dit « c'est pas pour toi ». Donc il ne m'a pas touchée. Et je lui ai dit « et pourquoi ?» Et tu l'as touché. Et je l'ai touché. Voilà. Donc il a peut-être raison. Étudiez un peu les choses, vous allez voir. C'est très drôle quand on est conscient des mécanismes dans lesquels on se met. Alors, donc, indifférenciation, dépendance, soumission, perméabilité à l'autre, désir d'intimité, d'union physique, recherche de réciprocité. Est-ce que tu aimes la même chose que moi? Oui. Il y a une main qui est levée là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, un micro? Un micro, vas-y. Oui, je disais que je suis Marion. Je viens ici pour la première fois. Oui. Et je voulais poser une question. Lorsque vous avez parlé de la dépendance et de la soumission, Oui. ma question est la suivante. Quel est le danger de la dépendance et de la soumission dans une relation de couple et comment le déjouer lorsqu'on est en plein dedans? Excellente question que l'on va aborder après. Parce que, justement, on est dans ce moment, dans le premier moment, dans ce moment de fusion, dans lequel, je vais y arriver, on ne doit surtout pas rester. Et si on y reste, le couple va être mis à mal. Et si on reste dans cette dépendance et soumission, dans cette relation-là, on va voir après, dans les pièges à déjouer dans le couple, qu'en fait, c'est un couple qui va aller mal. Parce que justement, on n'est pas dans une bonne relation de rapport d'adulte à adulte, mais dans une relation, Georges vous en parlera sûrement dans les différents degrés, mais où on n'a pas le bon niveau de relation l'un avec l'autre. Juste une chose, ta question me pose un problème. C'est que le couple, il n'existe pas encore là. Voilà, c'est pour ça, là, on est juste dans la fusion. Le couple, il n'existe pas encore. On est encore. Au tout début. C'est pour ça que je dis, on viendra après. Et on va expliquer quand il existe. D'accord. Qui fait qu'en fait, pour l'instant, on ne peut pas parler de couple. Voilà. Quand on est dans la construction d'une relation, alors très souvent, en fait, on le voit, alors peut-être pas en Afrique, je ne sais rien chez vous, mais on voit des choses curieuses en Europe. Hein. On voit des adolescents au collège, en quatrième, qui disent ils sont en couple. Ah bon, ça veut dire quoi? Ils sont en couple. De notre temps, être en couple, c'était vivre ensemble, c'était être dans la réalité d'une union engagée, quoi. Ah non, ils sont en couple. Ah oui, ça veut dire quoi? Ils se sont fait un bisou. Alors des fois on nous dit oui, des fois on nous le dit pas forcément, mais d'un coup c'est les deux là, ils sont ensemble et ils sont en couple. Mais rien n'est plus faux. Le couple n'existe pas là. Dans le jeu qui peut-être va nous amener au couple, la première partie, c'est soit le coup de foudre, soit alors la séduction. Voilà. Et ce chemin progressivement va se faire et on va voir, va amener à différents possibles. Voilà. C'est possible, on va les aborder, et peut-être le possible du couple. Et toi, ta question est plus orientée sur la soumission et l'unité dans le couple. Oui. Pour l'instant, on n'est pas là encore. Le couple n'est pas encore là. Pour nous, j'y arrive très très vite, tu vas voir. Donc, je suis toujours dans les effets. Bon, vous avez déjà vu. Et puis... la peur du rejet, évidemment, quand on est amoureux, si jamais ça ne marche pas, on est malheureux au possible. Je vous l'ai dit aussi, les pensées sont à fond centrées sur l'autre, à tel point qu'on est incapable de se concentrer. J'avais un prof qui me disait « Essayez de résoudre un problème de maths quand vous êtes amoureux ». Pour moi, ça a été le meilleur exemple pour me permettre de comprendre
ce que c'était, dans quel état je pouvais être dans ces cas-là. Alors, pourquoi tout ça? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là? Prise de distance et retrait du couple qui n'est pas encore couple. Hein? Mais on va vous dire, les copains, copines vont dire, ah oui, mais vous venez plus avec nous, vous faites plus la fête avec nous, vous êtes tout le temps ensemble. Tu peux pas venir prendre un café avec nous sans qu'elle soit là, hein, ou sans qu'il soit là. Hein. Donc parce que le couple a besoin, il ne peut pas se séparer, c'est impossible. L'état émotionnel dû aux hormones et à la réminiscence de ce qu'on recherche de ce premier état fusionnel avec la mère fait en sorte qu'on ne peut pas envisager de ne pas être ensemble. Donc, on reste toujours ensemble, parce que l'un sans l'autre, eh bien, on ne peut plus exister. Ça, c'est vraiment la fusion. On est dans le manque permanent. Pourquoi? Parce que les hormones, donc je vous en ai cité 2, mais en fait, il y en a d'autres. Et il y en a d'autres qui font exactement le même effet qu'un cocktail d'amphétamine dans votre cerveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prendre quoi que ce soit pour avoir le même effet qu'une prise de drogue. Notre cerveau lui-même fabrique. Pourquoi? En cas de stress, en cas de peur, en cas de choses comme ça, il va nous sortir des hormones spécifiques qui vont nous permettre de fuir, de réagir, d'agir, qui vont nous donner la force. Vous avez déjà entendu parler de soldats qui ont été blessés au combat et qui continuent à courir alors qu'en fait, ils ont une jambe cassée. C'est notre cerveau qui réagit à ça et qui met les doses d'hormones qu'il faut pour nous permettre de continuer. Donc là, on est dans un bain d'hormones qui est exactement comme si on avait pris une dose de drogue. Et vous savez que, eh bien, quand... enfin, vous savez, j'espère bien que non pour vous, mais de moins des études qui sont dites ou des émissions que l'on entend, eh bien, quand on a pris cette dose de drogue, on va très bien. Et quand ça descend, eh bien, on est en chute libre et on est en manque. Et pour ne plus être en manque, il faut recommencer. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Pour ne pas être en manque, il faut être constamment collé à l'objet de nos désirs. Donc, on ne s'y quitte plus jamais. Et donc, on est en permanence en souffrance physique et psychologique. Parce qu'on est tout le temps malheureux, parce qu'on n'a jamais suffisamment, parce qu'on le désire tellement, mais on ne peut pas parce qu'on va trop vite, parce qu'on ne peut pas, parce qu'il faut se retenir, parce qu'il n'est pas là, parce que... En fait, on est tout le temps tourmenté dans cette période-là. C'est une période dans laquelle on peut exploser de joie, avoir les émotions à leur paroxysme, mais autant vers le haut que vers le bas, finalement, où on est capable de se mettre à pleurer, on ne sait pas pourquoi, juste parce qu'il a oublié de répondre à un SMS dans la seconde. Ça c'est vrai, voilà, je l'ai entendu. Mais oui, c'est exactement ça. Donc, on est dans cette période d'idéalisation de l'autre. Ce que vous a dit Georges tout à l'heure et ce que je vous ai dit aussi, c'est qu'en fait, l'autre est parfait. Il est absolument parfait, tel que j'ai toujours rêvé qu'il ou elle soit. Parce que finalement, sans le savoir, sans le vouloir, il a créé un personnage, j'ai créé un personnage qui correspond parfait à ce qu'il ou elle attend. Donc, il répond à toutes mes attentes, à tous mes besoins. Il ou elle est parfait sans aucun défaut. D'accord? Il n'y a pas de défaut. Même si de temps en temps, il y a une petite chose, un petit tic, un petit truc qui me dit « Oh, oui, mais tout le reste est tellement beau que ça, c'est pas grave. » C'est pas grave. Et on parle en nous dans cette période. Je termine juste ça, chérie. Nous allons en vacances avec les parents. Nous allons au cinéma. Nous allons prendre un café. Nous allons faire telle ou telle chose. Nous. C'est pas je vais aller au café et un tel me rejoindra. C'est nous. La fusion, c'est 1 plus 1 égale 1. Premier stade. Sur
ce principe de l'idéalisation, je veux attirer votre regard sur un principe assez simple. C'est qu'on l'a vu, l'amour rend aveugle. L'idéalisation, c'est idéaliser quelqu'un en ne voulant pas voir la réalité de cette personne. Le pasteur qui vous parle a vu beaucoup de couples se marier, beaucoup de jeunes gens se marier. Puisque, comme je le disais dans le bureau de votre pasteur tout à l'heure, à ma saison de vie, maintenant, je marie des petits-enfants que j'ai vus naître. J'ai marié les parents, ils ont eu des enfants, et je commence déjà à marier ces enfants que j'ai présentés au Seigneur il y a 25 ans. D'accord ? Et en fait, qu'est-ce que j'ai vu en tant que pasteur ? Eh bien, j'ai vu que dans cette période d'idéalisation, puisqu'on ne veut pas voir les défauts de l'autre, puisqu'on s'interdit de les voir, qu'on fait des raccourcis, eh bien, de toute façon, ces défauts, ils existent. Et le jour où ils vont se révéler, ça va faire mal. Et la majorité des problèmes de couple, après 10 ans de mariage, ne se révèlent qu'à travers les défauts qui existaient dès le début, qu'on n'a pas voulu voir. Alors, c'est un peu embarrassant ce que je dis, parce que vous aimeriez bien que je dise des choses plus belles et plus positives. Mais la réalité, elle est là. Elle est là. Cette période d'aveuglement est terrible. Premier point. Cette période aussi de montée, en fait, de désir, eh bien, elle est impressionnante. Parce que vous avez l'âge du désir. Alors, il n'y a pas d'âge pour avoir des désirs, hein, on peut en avoir, hein, on le voit bien. Le désir et la pulsion sexuelle, elle est à tout âge. Mais vous avez encore plus d'hormones que des gens comme moi, d'accord ? La réalité, elle est où ? C'est que le désir sexuel, c'est comme un lion. C'est une bête féroce, c'est une bête sauvage. Et un jour, j'ai un jeune couple qui marchait vers le mariage. Hein, date du mariage était prise. Parce que maintenant, les jeunes couples en Europe, ils décident on va se marier dans 2 ans. C'est hyper compliqué d'attendre 2 ans de se marier. Je ne sais pas comment ils font, mais bon, c'est très compliqué. Et donc, en fait, date de mariage est prise et ils viennent me voir dans mon bureau. Ils me disent « Pasteur, priez pour nous parce qu'on a des désirs sexuels. » Je leur dis « Il y a un problème, les amis, là. C'est que ma prière, il ne va rien éteindre sur votre désir sexuel. Et il est légitime. Si vous êtes destinés à vous marier l'un avec l'autre, Dieu merci que vous désiriez, parce que quelle catastrophe ça serait si tel était le contraire. Et votre défi va être de tenir ce lion sauvage et pas de laisser vous dominer. Et donc, en fait, dans cette période d'aveuglement, nous sommes tenus dans une situation critique. D'abord parce que nous inventons des mensonges. D'abord parce que nous inventons un roi et une reine qui n'existent pas. C'est les contes de fées. J'ai trouvé le prince charmant. Toutes les femmes qui ont dit ça, un jour, bien des années après, elles ont dit « Mon prince, il s'est drôlement dégringolé. Hein. » Et ma reine, elle a drôlement dégringolé aussi. Hein. La réalité, elle est bien ailleurs. C'est parce qu'on s'est inventé un film sur l'autre. Et c'est ce qu'on veut vous communiquer. Parce que l'amour, ça va être autre chose. Ça va être un autre chemin. Donc, à retenir, à mettre en grand, en rouge, un panneau énorme, là où vous voulez chez vous, tous les défauts que je lui vois aujourd'hui sont les défauts qu'il ou elle aura toujours. Et je ne le changerai pas. Soit je le prends avec, soit je ne le prends pas. On est d'accord avec ça ? Alors, les avantages de cette situation, de cet état-là, c'est quoi ? Toutes les fonctions cognitives sont améliorées. J'ai une estime de moi boostée, j'ai une confiance en moi extraordinaire. Tout me réussit, tout va bien. On est d'accord ? La seule chose à garder en tête, c'est que, ou à être en capacité de se dire, c'est que
au final, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas du tout amoureux de la personne qu'on a en face de soi. On est amoureux du regard que la personne qui est en face de soi nous ramène sur nous-mêmes. D'accord? Donc, ce n'est pas tant à lui qu'on veut plaire, c'est à nous que nous voulons plaire au travers de lui. Donc ça aussi, ça calme un petit peu. Hein? Donc, on a des dangers à cette période-là. 2 principaux. Les principaux dangers, c'est quoi? Eh bien, c'est, comme vous l'a dit Georges tout à l'heure, c'est de ne pas réussir à retenir le lion qui est en vous et de se retrouver face à une naissance précoce, à une grossesse précoce. Dans votre mariage, pas précoce dans l'âge, mais précoce avant le mariage. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt du tout. Vous êtes dans une période de fusion, d'accord, où vous êtes l'un collé à l'autre, l'un pour l'autre en permanence. Ou une sexualité précoce. Ou une sexualité précoce. Puisque vu maintenant les méthodes de gestion des naissances, on peut très bien avoir accès à une protection et on se retrouve avec une sexualité précoce parce que justement, ce lion a gagné la bataille. Et en fait, l'arrivée d'un enfant dans cette période-là peut être vraiment très, très dangereuse pour le couple. Et c'est très souvent ce qui arrive quand on se précipite dans le mariage. Parce qu'on est dans cette période-là, et l'enfant, qui est-ce qu'il va être? Il va être un tiers. Il va être celui qui va venir couper, séparer, tout d'un coup, ce couple qui est en pleine fusion. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être en capacité de l'aimer, cet enfant, ni même de l'accueillir. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, la mère va se retrouver, et ça se retrouve dans la grossesse normale, mais là, ça va être augmenté par la période qui n'est pas appropriée pour avoir un enfant, cette période de fusion. Parce que la mère va être toute occupée à son enfant, et toute la fusion qu'elle avait avec l'homme avec lequel elle était en relation va se reporter sur le bébé, lui va se retrouver tout seul, et tout d'un coup, eh bien, c'est la chute des hormones d'un coup d'un seul, et puis il ne ressent plus ça, et ça fait des femmes qui bien souvent se retrouvent seules avec leur enfant parce qu'on est allé beaucoup trop tôt. On n'a pas attendu que cette période-là se termine. Et puis l'autre risque, c'est de se mettre en couple, de se marier trop vite pour échapper à sa famille, ou pour échapper à une situation, pour avoir une nationalité, ou pour... Vous voyez, c'est une mauvaise raison pour se marier. Ça, ce sont vraiment deux dangers vraiment à éviter. Et là, on arrive à la deuxième période, qui est la désillusion. Qu'est-ce que c'est? Vous avez, en fait, c'est un schéma, vous avez la rencontre qui est là, vous avez le pic avec les hormones et la vie qui est belle, et tout se passe bien, et c'est merveilleux, et ça peut durer entre 6 mois à 3, 4 ans pour certains. Oui, c'est pour ça, c'est long parfois. Hein, tant que vous sentez les petites choses dans le corps et les tremblements quand le SMS arrive, vous êtes encore dans ça, d'accord? Les hormones sont encore là. Et tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, ça arrive d'un coup d'un seul, il y a une chute. Et là, c'est la désillusion. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout d'un coup, mais pourquoi est-ce que tu me dis que je devrais faire telle ou telle chose? Je suis bien assez grande et bien assez mature pour décider pour moi-même de ce que je veux ou de ce que je ne veux pas faire. Ah bon? Et hier, ce n'était pas la même chose. Oui, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Parce que j'ai besoin de prendre l'air un peu, t'es trop collé. Ah bon? Ah. Et puis, je ne vois pas pourquoi ce serait toujours toi qui prendrais la voiture et qui conduirais. Moi, j'ai mon permis aussi et je pense que je peux aussi conduire la voiture. Oui, mais on a toujours fait comme ça. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. Et puis, petit à petit, et en fait, il y a une lutte de pouvoir. Il y a une indifférenciation. Chacun redevient soi. Chacun reprend sa place avec son caractère, son tempérament. On retire un petit peu le maquillage, le truc et tout ce qu'on avait mis de beau. Et on recommence à redevenir soi et à se dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Où est-ce que j'étais? Où est-ce que j'avais disparu?
Et puis à ce moment-là, le vrai caractère se révèle. C'est-à-dire que ce garçon qui était si doux va se mettre un jour à éclater dans une colère parce que tu arrivais 10 minutes en retard. Il avait supporté tes retards pendant 1 an, 2 ans, patiemment, et tu arrivais toujours en retard. Et un jour, alors que tu arrives, toi, bien disposé, tranquillement, te réjouissant du moment que tu vas passer avec lui, et là, il va te faire une grosse crise parce que tu es arrivé en retard. Mais son caractère se révèle. Voilà. C'est pas du tout le garçon patient que tu croyais, que tu t'étais inventé. Alors là, j'en arrive à une notion qui me semble importante, et on y reviendra peut-être, je ne sais pas, la semaine prochaine, mais je veux quand même vous le dire. C'est que, en psychologie humaine, nous avons une carte du monde différente. Chacun a sa carte du monde. Vous vous êtes dessiné une carte du monde, de votre monde, en fonction de l'éducation que vous avez eue, en fonction des réalités que vous avez vécues, en fonction de votre histoire, en fonction de la culture de votre pays. Chaque pays a sa carte du monde. Et qui fait qu'en fait, 2 individus, c'est 2 cartes du monde qui se rencontrent. Et qui vont avoir des valeurs et des conceptions de la vie qui sont différentes. Pendant tout ce temps de fusion, on n'a pas voulu aborder les questions. On n'a pas voulu justement se trouver confronté à la réalité de ces différences dangereuses. Et d'un coup, la désillusion arrive parce que je prends conscience que ce gars, il n'a pas la même carte du monde que moi. Ou que cette femme n'a pas la même carte du monde que moi. Et en fait, on va aborder dans le couple, les problèmes des couples, on les connaît, ils sont assez simples. C'est des problèmes de communication. Ils parlent jamais, elle parle jamais, ils parlent trop, ils parlent pour rien dire. D'accord ? Au début, on avait caché tout ça, mais après, d'un coup, ça se révèle. Après, c'est des problèmes, ça vient dans le temps de l'éducation des enfants. On éduque ses enfants avec la carte du monde qu'on a. Oui. Et un couple, c'est 2 personnes différentes, forcément. Qui fait qu'en fait, il va y avoir forcément des différences. Après, ça va être la question des relations avec les autres, des amis. Ça va être la question des relations avec la famille et la belle famille. Ça va être la question de l'argent. Oui. Comment on utilise son argent. Comment toi, tu as ta carte du monde avec l'argent et comment elle a sa carte du monde avec l'argent. Ça va être la question de la sexualité. Qui fait qu'en fait, eh bien, au moment où la fusion s'écroule, la vraie carte du monde de l'autre apparaît. Voilà. Et d'un coup se pose la question, mais c'est qui ce gars ? J'aimerais juste vous raconter une histoire et après je redonne la parole à Christine. J'étais bien plus jeune et ma belle-sœur n'était pas mariée. Et elle... il se trouve que professionnellement, je suis allé dans la ville où elle était étudiante en médecine, elle était interne en médecine. Et je l'appelle et je dis, écoute, je suis là, si tu veux, à midi, je t'invite au resto. Et elle me dit, ok, d'accord, on arrive. Et je choisis le meilleur restaurant de la ville. Et j'étais chef d'entreprise à l'époque. Et on s'installe. Et elle me dit, en pleurant, voilà, je viens de rompre avec Philippe. C'était son fiancé. Et je lui dis, je la regarde, elle pleurait. Et elle me dit, mais c'est bien comme ça, c'est très bien comme ça. Il vaut mieux qu'on rompe et je passe à autre chose. Je l'ai laissé pleurer, laissé parler. Je dis, tu vois, tu me poses juste un problème. C'est que si c'était si bien que ça, tu ne pleurais pas. En fait, tu l'aimes, ce gars. Mais tu viens de découvrir ses défauts. Et tu viens d'un coup de descendre de 10 étages. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu continues avec la réalité et tu travailles ta relation avec lui ou tu arrêtes ? Et beaucoup de couples arrêtent à ce moment-là. Et puis d'autres continuent. Pas pour vivre avec quelqu'un qu'on a inventé, mais pour vivre avec quelqu'un qui est celui qu'on découvre. Et tous les couples sont obligés de vivre ça.
tous ont vécu ça. Il n'y a qu'au cinéma qu'on ne voit pas ça. Il n'y a que dans Walt Disney où ils se marièrent et ils furent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Sauf que ça s'arrête là, le film. Hein. On ne vous montre pas la suite. Voilà, parce qu'en fait, la vraie vie, ça commence juste après. C'est le chapitre qu'ils n'ont pas écrit. Donc, les étapes 1 plus 1 égale 1, fusion. Désillusion, 1 plus 1 égale 2. Et c'est là, comme vient de le dire Georges, c'est là que le travail commence. Parce que aimer l'autre, fonder une famille, c'est travailler tous les jours. Alors, juste une citation de John Jacobs, et après je laisserai la parole à Georges. Celle-là, malheureusement, il faudrait la projeter pour que vous... Oui, mais je vais essayer de... Si vous avez besoin que je la relise, je vais la redire. Une fois franchi le cap de cette révélation, du fait que il ou elle est plein de défauts, d'accord ? Que ce n'est pas du tout celui ou celle que je pensais. Déception que le grand amour finit lui aussi par montrer ses limites, c'est ça. La stabilité de la relation amoureuse à long terme dépend alors de 3 variables essentielles. De notre capacité à surmonter notre déception. Est-ce que je pleure, j'accepte que je l'aime et je prends le risque de rentrer dans ce travail pour créer un couple? Et donc, je considère mon conjoint tel qu'il est vraiment et non plus tel que je l'ai idéalisé. Deuxième, des véritables limites morales de l'élu. C'est-à-dire ce que je découvre de lui ou d'elle, est-ce que au niveau de la moralité qu'il a, est-ce que c'est dans ce que je peux accepter ou pas? Et auquel cas, j'ai des décisions à prendre. Georges en reparlera peut-être. De notre aptitude à vivre harmonieusement malgré ses limites. Hein, c'est ce que je viens de vous dire. Est-ce que oui? Est-ce que je peux ou pas? J'ai une décision à prendre là, quant à la moralité de l'élu. S'il y a des choses qui vraiment me choquent, c'est à voir. Si l'une des variables exige de nous une endurance dont nous ne sommes pas capables, notre couple est appelé à se fissurer. Donc, capacité à surmonter la déception, véritable limite morale de l'élu, et est-ce que je suis capable de vivre avec? 3. Si l'une des variables exige de moi une endurance dont je ne suis pas capable, savoir que mon couple est en danger et que peut-être il vaut mieux que je ne m'engage pas. Oui, c'est clair? Et là, à ce moment-là, on tombe sur 3 sortes de couples. Alors, on est dans le processus de la construction du couple, d'accord? Et on observe en fait dans les jeunes générations, vous observez bien qu'en fait les choses ont changé. D'abord, culturellement, pendant longtemps, on ne choisissait pas son conjoint. Vous n'êtes pas de cette génération-là, ou en principe de moins en moins, bien que culturellement ça puisse exister encore, hein, en Afrique. Mais en Europe, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on ne choisissait pas son conjoint. C'était les parents qui choisissaient leur conjoint, et vous aussi en Afrique. Qui fait qu'en fait, ça ne se discutait pas. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas des couples heureux. C'est tout à fait autre chose. Hein. Ils devaient rentrer dans le même processus d'idéalisation, processus de chute verticale, c'est pas un roi, c'est pas une reine, et l'apprentissage de l'amour malgré nos défauts. Donc, il faut comprendre que les choses ont changé et que bien souvent, la jeunesse que vous représentez dans cette salle aspire à choisir elle-même son conjoint. Peut-être vous vous heurtez à des aînés qui aimeraient donner leur mot là-dessus, mais vous êtes de cette génération
d'une jeunesse qui aspire à choisir son conjoint. En aspirant à choisir votre conjoint, vous allez le faire selon des critères qui sont les vôtres, conscients et inconscients. Pourquoi vous allez avoir une attirance pour des grands de telle corpulence, de tel physique, et pas vers tel autre type de profil? On l'a vu, il y a des choses inconscientes. On sait que les jeunes filles, par exemple, pourraient avoir tendance, si elles ont idéalisé leur père, à épouser leur père, c'est-à-dire à trouver le mari qui est une espèce de photocopie de l'idéalisation qu'elles ont eue à travers leur père. On le sait, c'est un schéma qui est très reconnu, et d'autres motivations. Qui fait qu'en fait, nous sommes ici dans la réalité où, au moment où la réalité apparaît que l'autre n'est pas celui que je pensais, il y a une séparation et on recommence. Et le problème en Europe, que vous avez peut-être pas ici encore, c'est qu'en Europe, en fait, les jeunes se mettent en couple très jeunes. À 20 ans, ils vont déjà fonctionner comme un vrai couple, passer de la fusion à la vie ensemble. Et pas forcément en habitant sous le même toit, parce qu'ils habitent encore chez papa et maman, mais en ayant une sexualité, en ayant des parents qui permettent que le garçon vienne dormir à la maison, ou des filles viennent dormir à la maison chez la famille du garçon, et qui fait qu'en fait, ils vont finalement vivre dans une forme de couple sans être engagés dans cette dimension. Mais quand la fusion arrive, tombe, eh bien, ils se séparent, et c'est l'équivalent d'un divorce, qui n'est pas passé devant un juge, mais c'est exactement le même processus. On a vécu en couple et on a divorcé. Et en Europe, on voit énormément de jeunes qui, sans le savoir, ont divorcé 5-6 fois. Et le problème, c'est que ça laisse des traces terribles. Ça laisse des traces terribles parce qu'en fait, il y a un piège extraordinaire. Cette espèce d'état d'aveuglement amoureux est très séduisant et très excitant. Et en fait, finalement, on finit par croire que le vrai amour, ce n'est que la séduction. Et que la routine, ce n'est plus de l'amour. Alors que dans la réalité, l'amour s'inscrit dans une autre dimension que la séduction. C'est celui de la réalité de la vie à deux, puis après, s'il y a des enfants à plusieurs, dans l'attachement. Qui fait qu'en fait, il y a 3 sortes de couples. Une fois qu'on est marié, des couples qui se fissurent et qui divorcent. De plus en plus, on le voit, le temps, l'idéalisation se termine, on ne sait finalement pas bien vivre avec ce gars et cette fille qui ne sont pas idéales et qui ont des défauts, et la fissure se faisant de plus en plus, eh bien on va se séparer. Étant marié ou pas marié, on va se séparer. La deuxième situation, et c'est la grosse majorité des couples dans ce monde, le couple se fissure, mais on continue à vivre ensemble, sans unité, sans harmonie, et peut-être même dans la discorde. Et vous avez peut-être vécu avec des parents qui étaient dans cette situation. Et ça vous a marqué parce que vous vous dites, si c'est ça le couple, est-ce que ça vaut le coup de le vivre ? Il y a énormément de couples qui sont dans cette réalité de la distance, de la fissure. Et même dans les églises. Parce que justement, on n'a pas travaillé son couple, ou on n'a pas bien travaillé comme il faut. Et puis la troisième réalité, ce sont les couples qui s'attachent de plus en plus. Et en s'attachant de plus en plus, ils deviendront ce que la Bible dit, ils deviendront un. Et en vieillissant, on s'aperçoit qu'il y a des couples qui sont de plus en plus attachés l'un à l'autre. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des défauts. Pour autant, dans cette réalité de processus de découverte des défauts de l'autre, il est important de comprendre qu'il y a des défauts qu'on ne peut pas accepter. Si l'autre est désordonné, c'est son tempérament, il n'y a rien de grave. Il faut
développer, il faut avancer. D'accord, oui. D'accord. Je finis et puis je vous laisse la place. Si ce sont des questions qui sont liées à ma carte du monde, par exemple, une femme doit savoir faire la cuisine, alors qu'elle n'a jamais appris à faire la cuisine. Ce n'est pas forcément une raison pour ne pas continuer la vie avec elle. Rien n'empêche qu'elle apprenne et rien n'empêche que toi tu fasses la cuisine. À la maison, écoutez-moi bien, mesdames et messieurs, à la maison, je ne vais quasiment jamais dans la cuisine. Georges me fait des petits plats tous les jours. Alors, messieurs, alors que Jésus était ressuscité, ses apôtres, ses disciples étaient en train de pêcher, et il était au bord du lac. Et il leur a dit, les enfants, avez-vous pêché du poisson? Et ils ont dit, non, on n'a rien pêché. Alors jetez le filet à droite. Et là, il y a eu une pêche, où ils ont eu beaucoup de filets. Et là, Pierre a dit, c'est le Seigneur. Il s'est jeté à l'eau, il était tout nu. Hein. Le texte nous dit qu'il était tout nu. Il s'est jeté à l'eau, il est allé vers le Seigneur. Et qu'est-ce que le texte dit? Que Jésus avait fait cuire les poissons. C'est lui qui l'avait fait. Donc, messieurs, vous n'avez aucune excuse. Je ne sais pas pourquoi les femmes en Afrique, elles aiment ça, c'est incroyable. Voilà. Donc, si je prends cet exemple, en fait, c'est que il y a des choses qui sont négociables. Et il y a des choses qui ne sont pas négociables. Si celui avec qui je vais m'engager ou celle avec qui je vais m'engager ne veut pas, n'a pas de dimension spirituelle, eh bien je suis alerté, il y a un problème. Comment on va faire dans notre vie? Il a beau être beau, il a beau être gentil, il a beau tout ce que tu veux, s'il ne veut pas venir au culte, un jour il t'interdira de venir au culte. Ça se passe souvent comme ça. Souvent comme ça. Si il a cette proportion à sortir avec ses copains avant le mariage et qu'il n'entend pas y mettre fin, eh bien tu te retrouveras dans le mariage avec un mari qui passe ses soirées à sortir avec ses copains. Et après tu vas pleurer alors que tu t'es averti. Tu comprends? S'il a une proportion un peu trop forte sur l'alcool, alors vous avez en principe pas ça dans vos églises, mais nous l'avons, puisque, entre guillemets, l'alcool, le fait de boire du vin fait partie de la culture française. N'est pas considéré comme un péché. Mais pour autant, la Bible dit, dans les critères pour être ancien édat, qu'il ne soit pas adonné au vin, qui veut dire qu'il ne soit pas lié avec l'alcool. Eh bien, si tu veux accepter ça, tu vas pleurer dans 5 ans. Parce que tu auras un homme qui sera adonné à l'alcool et tu vas vivre un drame dans ta vie. Si tu vois, moi la première question que je pose à 2 jeunes gens qui viennent à mon bureau pour me dire « je veux me marier », on veut se marier. Je pose cette question et j'attends une réponse immédiate. Si je ne l'ai pas immédiatement, je suis alerté. Est-ce que tu penses que cet homme sera un bon père pour tes enfants? Et quand tu as la réponse qui n'arrive pas, qui est à la fille qui commence à le regarder, est-ce que je vais oser dire que, machin, on va dire, t'es averti. Est-ce que tu penses que cette jeune femme sera une mère, une bonne maman pour tes enfants? Cette conviction, tu l'as très vite. Tu te dis, ce gars, il est fait pour avoir des enfants. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps avant de s'engager. Pour aller valider comment tu vas gérer les situations. Comment tu gères l'argent. Comment tu gères tes rapports avec
les enfants, comment tu gères les questions. Il faut tourner tout dans la relation, tous les sujets, le travail, les études. Tu as fait des études d'avocate et celui avec qui tu vas te marier va te dire eh bien non, tu restes à la maison. Si tu as la conviction devant Dieu que tu dois faire ton métier, tu sais à quoi tu t'engages. Va pas pleurer après. Ou alors, peut-être que tu devras te séparer. Comment les couples s'attachent-ils? Ah non, il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. On me dit qu'il faut laisser la place aux questions. Puis attention, il faut faire attention à l'heure parce qu'on est grand bavard, ma chérie. Voilà, c'est là, d'accord, ok. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, il y a des questions. Le micro. Allez, jette-toi à l'eau. Allez. Arrêtez d'abord. Attends, dis ton prénom, dis ton prénom. Bonsoir, je m'appelle Marie-Lou et j'aimerais poser une question. Est-ce qu'il faut attendre que la personne guérisse de ses blessures intérieures avant de se mettre en couple, justement? Tu n'as pas sommeil, toi? Pardon? Tu n'as pas sommeil, là? Non, pourquoi? Non, parce qu'on en a pour la nuit, là. Bon, alors, là, c'est le pasteur qui parle, ma chérie, hein, d'accord? C'est le pasteur qui parle. Bon, soyons très clairs. C'est vraiment une question qui est lourde de conséquences. Ce serait une prédication en plusieurs dimensions. Hein. Nous sommes composés d'un corps, d'un âme et d'un esprit. Peut-être qu'on va y revenir le dimanche prochain là-dessus. C'est possible. On pourra. On va peut-être y revenir dimanche prochain. Ouais. En clair, en fait, notre âme, c'est le siège de notre volonté, de nos émotions et de nos sentiments. Notre âme, parce que nous sommes d'une nature anamique, est forcément blessée par cette nature. Notre volonté, nos émotions et notre intelligence. Je parle de l'intelligence. Quand les Juifs parlent de l'intelligence, quand Paul parle du renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence qui nous amène au bac. Hein. C'est l'intelligence qui nous amène à faire la volonté de Dieu et à penser comme Dieu pense. Comme nous sommes de cette nature anamique, eh bien, nous sommes des êtres blessés, avec des niveaux de blessures plus ou moins importants. Est-ce que je vous ai dit la phrase de Luther? Est-ce que j'ai déjà dit cette phrase-là? Non? Je vais vous la dire. Martin Luther, le grand réformateur, a écrit une phrase incroyable. Il a dit « J'ai noyé les eaux, le vieil homme dans les eaux du baptême ». Vous comprenez ce que ça veut dire. Lorsque nous passons dans le baptême, c'est la symbolique que notre vieille nature est noyée et mise à mort. Et tout le monde dit « Amen », n'est-ce pas? Amen. J'ai noyé le vieil homme dans les eaux du baptême, dit Luther. Mais ce chien savait nager. Terrible cette phrase. Terrible, c'est que c'est vrai qu'on a noyé en Christ notre vieille nature, mais notre âme est blessée. Et évidemment, elle va ressurgir dans notre caractère. Le problème, en fait, et c'est ce que nous avons toujours dit à nos filles, ne nous ramenez pas, c'est une expression que l'on retrouve en Occident, chien perdu sans collier. Chien perdu sans collier, ça veut dire quoi? Vous savez que nous, les Occidentaux, nous avons un attachement avec les animaux qui est un peu maladif, c'est comme ça. Et donc, en fait, un animal devient finalement un élément de plus dans la famille, n'est-ce pas? Et donc, chien perdu sans collier, c'est le chien clochard de la rue, quoi. Il est tellement blessé que tu veux le sauver et tu vas te noyer avec. Donc, ne ramène pas dans ta vie un gars ou une fille que tu vas sauver. C'est pas ton job. C'est Jésus le sauveur. C'est Jésus le sauveur. C'est Jésus le sauveur, c'est pas toi. Et nous voyons des jeunes filles qui pensent qu'elles vont sauver ce gars. Et lui, il va se convertir pour avoir la fille. Et on a le témoignage terrible d'un fils de pasteur, d'une fille de pasteur. Hein. Le gars, il était dans la drogue, il était dans le meurtre, il était en prison, etc. Et elle était travailleuse sociale, elle l'a rencontrée. Elle était
convaincu que sa mission, c'était de sauver ce gars. Et lui, il s'est converti. Il a changé de vie. Mais tout ça n'était qu'en apparence. Et ils ont eu des enfants. Jusqu'au jour qu'elle découvre qu'il n'avait pas changé. Et tout s'est écroulé. Tout le rêve idéal s'est écroulé. Donc en fait, pour répondre à ta question, tout dépend du degré de blessure. Nous ne rentrons pas dans le mariage sans la réalité d'âmes qui ont encore besoin d'être guéries par Dieu. C'est la réalité de la vie, ça. Et le mariage peut justement y contribuer, parce que l'autre n'a pas les blessures que j'ai. Et il va peut-être, justement, dans le cadre de notre unité l'un avec l'autre, un élément de guérison grâce à Dieu. Mais si ces blessures sont trop grosses, eh bien, il faut être prudent quand même. Sinon, on va partir avec. Hein. On va descendre avec. Hein. Et ce n'est pas le plan de Dieu, ça. Dieu ne te demande pas de sauver quelqu'un. C'est son job à lui, ça. Dieu ne te donne pas un mari pour que tu le sauves. Dieu te donne un mari pour que tu construises ta vie. Et Dieu te donne une femme pour que tu construises ta vie. Alors, on n'arrive pas dans un état de perfection dans le couple. Ça, c'est pas vrai. On arrive avec ce qu'on est. Et si on est à peu près pas trop cabossé, eh bien on peut construire. Si on est trop cabossé, tout est compliqué. Oui. Tout est compliqué. Parce que si je vais sur le plan psychothérapeutique, si cette personne est en chemin pour justement à la fois, donc il y a le côté pastoral chrétien, mais il y a aussi le psychothérapeutique qui peut venir en complément à cela. S'il est sur un chemin comme ça, en train de travailler sur lui-même, sur sa personnalité, sur ses blessures, etc., c'est quelqu'un qui est en train de changer. Donc entre la personne que tu as connue blessée, abîmée par la vie, et la personne qu'il va devenir suite à ce travail qu'il fait sur lui-même, ce ne sera plus la même personne tout à fait. Donc, comme dit Georges, mieux vaut ne pas prendre quelqu'un de trop blessé. C'est pas ton rôle. C'est le rôle du pasteur, c'est le rôle du Seigneur, c'est le rôle du Saint-Esprit, mais c'est pas ton rôle. Sinon, tu vas dans le mur. Donc, on a vu que nous étions... Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors, on va donner la parole à cette jeune fille qui a levé la main, là, voilà, droit devant. Voilà. Bonjour. C'est comment ton prénom? Marlène. Marlène? Enchantée. Enchantée. Je veux savoir comment peut-on appeler deux personnes qui décident de se mettre ensemble si, comme vous l'avez appelé, un couple? Alors, ça dépend ce que tu veux dire mettre ensemble. Deux personnes qui se rencontrent, en fait. C'est donc deux personnes qui se rencontrent et qui font chemin ensemble. Ils ne sont pas encore en couple. Ils sont en chemin d'un couple. Mais ils sont pas encore en couple. Comment? Mais comprends une chose. C'est que il arrive souvent que l'on... Et ça, c'est le propre de la jeunesse actuellement. Hein. Tout s'est accéléré. Et il arrive souvent que finalement, on veut aller vite. Et en allant vite, on prend des risques. En Europe, alors, c'est difficile de comparer l'Europe et l'Afrique parce que les règles sont différentes. Hein. Pour autant, je vois énormément de couples en Afrique en souffrance. Énormément. Et énormément de couples africains en France en souffrance. Ils ne divorcent pas, mais ils sont en souffrance. D'accord ? Mais en Europe, nous avons un couple sur 3 qui divorce. Alors c'est de plus en plus difficile puisque maintenant ils ne se marient plus et donc on ne peut plus comptabiliser. Et en fait, on serait à 2 sur 3. Il y a 2 couples officiels ou non qui vivent ensemble pendant des années, qui ont des enfants, se séparent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie à 2 est devenue, premièrement, possible de se séparer. Avant, ce n'était pas possible, juridiquement et sociétalement.
Et deuxièmement, c'est rentrer dans la culture de la société. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'il se passe un phénomène qui est quand même nouveau, jeunes gens, et je veux attirer votre attention là-dessus. C'est qu'en 1913, en Europe, l'INSEE, qui est l'Institut national des statistiques, faisait des études sur la durée moyenne d'un couple. Et la durée moyenne d'un couple en 1913, du moment où on se mariait au moment où le couple n'existait plus à cause de la mort, puisque le divorce n'était pas possible, savez-vous combien de temps il était? Dites un chiffre. Combien? J'entends pas. 60 ans. Ça veut dire qu'il fallait que les deux vivent 80 ans. Ouais. Qui dit plus, qui dit moins? Combien? 40. 50. Durée moyenne d'un couple en 1913, 13 ans. Eh oui. Pourquoi? Parce que les femmes mouraient en couche, parce qu'on pouvait mourir de toutes les maladies, parce que l'Europe était en guerre tous les 20 ans, et les hommes mouraient à la guerre. La mort était au centre. Ce qui a changé, c'est la révolution après les années 60 de la médecine et des modifications alimentaires où on a assuré la longévité de la vie. Massivement. Aujourd'hui, jeunes gens, vous allez passer devant votre pasteur qui va vous marier. Qui c'est qui va se marier bientôt là? Est-ce qu'il y en a qui vont se marier bientôt? Une main qui se lève? Tu as le gars, hein? Tu as le gars, hein? Tu as le gars. Date est prise ou pas encore? Déjà. Tu as quel âge? Tu as 28. Et ton futur mari a quel âge? 30 ans. Est-ce que vous réalisez qu'avec la société qui s'annonce devant vous, sans parler du retour de Christ, hein, d'accord? Ça, c'est notre paramètre. Vous allez peut-être vivre 60 ans ensemble. Vivre 60 ans, c'est pas la même chose que quand tu te dis ça va durer que 10 ans ou 15 ans parce que la mort va nous séparer. D'un coup, tu n'es plus sur le même paradigme. D'un coup, il y a d'autres réalités qui font que durer ensemble va nécessiter bien d'autres choses que le devoir. Parce que je ne veux pas me perdre là-dessus, mais peut-être je vous le dirai la prochaine fois. Toute l'humanité s'est construite sur le devoir et c'est fini. L'humanité, aujourd'hui, se construit sur le droit. Mon droit au bonheur. Et qui fait qu'en fait, c'est plus du tout le même enjeu de te dire, là, on va se dire oui pour 60 ans. Et donc, en fait, par rapport à cette réalité, le couple est face à des enjeux à lesquels il n'était pas avant. Et vous allez vous retrouver avec la nécessité d'ajuster en permanence votre histoire conjugale. La question, c'était quoi? La dernière question, c'est... Redonne-moi là, parce que j'ai pas... Comment? C'était à quel moment est-ce qu'on est en couple? Voilà. Et donc, en fait, les jeunes vont se précipiter très vite. Et vont pas, justement, et c'est des étapes qu'on va voir d'ici pour finir, là, vont pas valider un certain nombre d'étapes. Et pour moi, le couple ne devrait exister que quand on a validé les étapes. Si on n'a pas validé les étapes, préservons-nous d'être en couple. Sinon, on va devenir de graves dangers. Et si je peux revenir aux définitions que je faisais, le couple ne va exister qu'après justement cette désillusion, c'est-à-dire que la relation commence à 1 + 1 = 1, la fusion. 1 + 1 = 2, la désillusion.
Le couple, c'est le moment où 1 + 1 va faire 3. C'est-à-dire le moment où on prend la décision de cheminer ensemble, où on accepte les différentes conditions que je vous ai énumérées tout à l'heure, et où on va s'engager l'un avec l'autre, où chacun avec qui je suis et qui il est, nous allons former une 3e personne, une 3e entité. Et c'est cette entité-là qu'on appelle le couple. Donc c'est le moment d'après, quand on commence vraiment quand on s'est engagé, quand on travaille le couple, quand on accepte tous les enjeux qu'il peut y avoir pour fonctionner, et quand à un moment donné, finalement, quand face à la société, parce que c'est ça aussi le mariage, c'est aussi annoncer à la société qu'on forme un couple et que face à cette société, tout d'un coup, on va vous appeler monsieur et madame, et que si on pense à l'un, on n'imagine pas sans l'autre. Parce que finalement, le couple existe vraiment. Donc le couple, il est à ce moment-là, il est à la fin de la désillusion, et quand on accepte de cheminer ensemble avec toutes les difficultés. Parce que cheminer ensemble, travailler ensemble, ça veut dire accepter qu'il y ait des crises régulières, qu'il y ait des difficultés régulières, qu'il y ait des moments où on va devoir remettre les choses sur la table pour rediscuter parce qu'on n'est pas forcément d'accord. Ça veut dire grandir ensemble parce que toutes ces crises vont permettre de passer de palier en palier, de grandir, de devenir plus mûr dans la relation et d'avancer en fait dans la vie ensemble. Alors, ça, c'est le couple. Finalement, partons de ce que vient de dire Christine et je vais conclure sur notre prestation et il restera le temps aux questions s'il y en a encore. Christine, finalement, répond à ta question. Le couple commence à exister quand on a mis en place un certain nombre de choses. 4 principes fondamentaux qui vont durer dans la vie ou s'éteindre. Et les couples qui durent, c'est ceux qui vont les garder. Le premier principe fondamental, c'est ce que l'on va appeler le sentiment de réciprocité. Le sentiment de réciprocité, c'est la capacité relationnelle et émotionnelle de 2 individus. Je vais nourrir ma relation. Et du moment où les choses se sont écroulées, où le prince charmant a disparu, où la reine a disparu, je continue avec toi, mais je m'engage à nourrir la relation. Je m'engage à la réciprocité relationnelle. Et le couple va durer si cet engagement dure. Et il y a des couples qui durent, mais l'engagement n'est plus là. Et on vit sous le même toit, et on vit peut-être, on dort même dans le même lit, mais on n'est plus dans cet engagement de réciprocité relationnelle. En clair, on ne coupe pas les ponts. Deuxième principe, parce que je veux aller vite, c'est le principe de la tendresse. Un couple doit se construire sur de la tendresse réciproque. Christine vous a parlé de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de la tendresse. Il ne peut pas... Dieu est tendre. La Bible nous parle d'un Dieu tendre. La Bible nous parle d'un Dieu d'amour. Un couple ne peut pas se construire, je ne parle pas de sexualité. Dans la sexualité, il y a la tendresse. Mais je parle en fait dans le quotidien qui se nourrit de tendresse. Et on observe, je l'observe très facilement. Nous sommes invités chez des gens et j'observe très vite le niveau de tendresse d'un couple. Quand le mari et la femme se parlent sans jamais se regarder. Tout de suite, il y a quelque chose qui m'alerte. Une relation, c'est se regarder dans les yeux. Les yeux de ma femme, c'est la fenêtre de son âme et c'est ma fenêtre à moi. Et j'ai besoin de voir ses yeux quand je lui parle. Et quand je vois un mec qui regarde ses chaussures, quand il parle à sa femme, eh bien, ça me dit beaucoup de sa relation de tendresse avec sa femme. Et vice-versa, mesdames, attention. Hein. Oh, oh, oh. Les femmes doivent apprendre aussi la tendresse avec leur mari. Hein. Et les hommes disent amen, là, n'est-ce pas? Même s'ils sont en minorité. Hein. Et je ne parle pas de sexualité, comprenez. Il faut de la tendresse à la sexualité. Mais je parle en fait
de la réalité que la tendresse est un ciment essentiel au couple. La tendresse, c'est la capacité à pardonner, c'est la capacité à ne pas bouder, c'est la capacité à être dans l'aide, dans la compassion, dans beaucoup de choses en fait. Un couple doit se nourrir de tendresse. Et ça va devenir une force, et s'il ne l'a pas, il n'aura pas cette force. La troisième chose, c'est le désir dans la durée. Ce que tu as connu au premier instant du désir de l'autre jusqu'au désir sexuel, eh bien, doit continuer dans la durée. Et il faut l'entretenir. Le désir sexuel, c'est quelque chose qui s'entretient et qui n'a pas d'âge. Eh oui, jeunes gens. Tu as dit non, toi? Je te vois faire ça, là. Et qui n'a pas d'âge. Et en fait, c'est important de comprendre ça, parce que Dieu, l'apôtre Paul dira bien, ne vous privez point l'un de l'autre, sauf pour vaquer à la prière, sauf pour monter au temple de Jérusalem à l'époque. C'était ça. Et donc, en fait, eh bien, la notion de la sexualité est centrale dans le couple. Elle va avoir des saisons dans la vie, inévitablement, mais elle est au cœur de la conjugalité. Et trop souvent, on ne l'a pas dit, et trop souvent, on a même dit le contraire. Et la pensée catholique est jusqu'à dire que finalement, la sexualité dans le mariage, c'est un péché toléré, ce qui est complètement faux. Vous imaginez qu'au début du siècle dernier, une femme qui accouchait ne devait pas sortir pendant 40 jours de chez elle parce qu'en fait, elle avait péché avec son mari. Dans le mariage, hein? Oh oh. On associe la sexualité dans le mariage à une abomination. Mais c'est quoi ça? Le couple se construit dans le désir l'un de l'autre. J'ai besoin d'être avec ma femme, elle a besoin d'être avec moi, mais pas parce que je suis aveuglé par elle. Je ne suis plus dans l'aveuglement. Elle n'est plus aveuglée avec le bonhomme que je suis, n'est-ce pas? C'est fini ça. J'ai entendu un amen. Mais parce qu'elle aime l'homme que je suis. Et j'aime la femme qu'elle est. C'est pas pareil. Voilà. Et enfin, eh bien, quelque chose d'essentiel, c'est qu'il nous faut une boussole. La boussole, c'est quoi? Dans ce temps où vous allez descendre du piédestal du gars ou de la fille que vous aimez pour vous engager avec lui et avec elle, eh bien, il va falloir que vous ayez une boussole. Et cette boussole, c'est quoi? Eh bien, c'est que vous désigniez devant Dieu, je suis devant un parterre chrétien, de votre destinée. Où voulez-vous aller? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Et quand on veut se marier, il faut se poser cette question. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Tu veux faire quoi de ta vie? Et si tu t'aperçois qu'il veut faire de sa vie quelque chose que tu n'as pas envie de faire, et que Dieu ne t'appelle pas à faire, n'y va pas. Même s'il est beau, même s'il est sympa, même s'il est idéal. Mais tu vas souffrir. Et le problème, en fait, c'est que beaucoup de couples rentrent dans le mariage sans destinée. Alors imaginez que vous êtes dans l'avion. Là, vous êtes les passagers de l'avion. Et que je suis le pilote. D'accord? Et que je vous dise, jeunes gens, bienvenue à bord. Il faut que je vous dise que vous êtes dans un avion tout neuf, ultra moderne. L'avion le plus confortable du monde. Il faut que je vous dise que nous avons fait le plein du carburant et que l'avion volera dans une grande sécurité. Il faut que je vous dise que nous avons rempli les soutes de plats les plus délicieux de la Terre. Vous aurez tous les films que vous voulez voir au cinéma devant votre fauteuil et vous n'aurez qu'à sonner sur une sonnette et les hôtesses viendront vous servir. Nous allons décoller. Mais il faut que je vous dise que je ne sais pas où on va. Mais ça veut dire quoi? Que l'avion va s'écraser. Tôt ou tard, il va s'écraser.
Eh bien, beaucoup de couples sont comme l'histoire que je viens de vous raconter. Je me marie avec lui parce que je l'aime, parce qu'il est beau, parce qu'il a un bon métier, parce qu'il a un bel métier, parce qu'on veut avoir des enfants, parce qu'on veut construire une maison, etc., etc., etc. Mais ça ne suffit pas. Quel est votre vrai projet de vie? Pourquoi vous vous mariez ensemble? Qu'est-ce que vous... Alors, très souvent, on me dit, on veut servir le Seigneur. Ah, c'est beau ça. Je dis, d'accord, ok, mais encore, ça veut dire quoi servir le Seigneur pour toi? Et après, pas. Mais non, tu te maries avec quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas si vous savez. Peut-être que vous ne le savez pas. Nous sommes mariés depuis 8 ans. Oui, nous sommes mariés depuis 8 ans. Il ne le savait pas. Vous ne le saviez pas. Pourquoi? Parce que j'étais veuf. D'accord? J'étais marié avec une femme qui s'appelle Pascal. J'étais marié je l'ai connue à 20 ans, je me suis marié à 22 ans avec elle. D'accord? On a eu 4 enfants. Et un jour, l'apôtre Germain Desquet la connaissait très très bien. Nous sommes allés à Brazzaville bien des fois. Et un jour, dans un congrès, elle avait de la fièvre. Et 3 jours après, on m'a dit, c'est fini, monsieur. Et le Seigneur l'a rappelé. Et je me suis retrouvé veuf. Et j'ai dit, je ne me remarierai jamais. Ça, c'est la chose que j'ai dite. Sauf que je me suis retrouvé face à un problème. Là, je vous parle avec mon cœur, hein, d'accord? Quand mon épouse est décédée, je suis parti à Brazzaville parce que j'étais conférencier à Pointe-Noire d'une pastorale où il y avait 600 pasteurs. J'étais le conférencier principal. Et l'apôtre Germain m'a dit, est-ce que tu viens, est-ce que tu ne viens pas? J'ai dit, écoute, je vais venir, mais je ne pourrai pas prêcher 3 fois par jour. Donc je vais prêcher une prédication par jour parce que j'étais dans le deuil, je pleurais, d'accord? Je venais de perdre ma femme. Je suis allé à Pointe-Noire. Et là, je me retrouve... quelqu'un de Pointe-Noire ici? Je me retrouve à l'hôtel Twiga, pour ceux qui connaissent l'hôtel Twiga à l'époque, d'accord? Qui est tenu par la fille du président. Et je me retrouve dans une chambre, dans une suite dans laquelle j'étais allé avec mon épouse décédée. Donc, mes émotions sont mises à mal. Et là, l'apôtre s'assoit devant moi, il y avait un salon, et il me dit, Georges, il faut que je te parle de quelque chose. J'ai dit oui. Il m'a dit, on a vu ta main. Quoi, la main? On a vu ta main. Oui. Tu veux dire quoi? Tu as gardé ton alliance. Il m'a dit, ça fait partie du passé. Il m'a dit, dans notre culture, on met l'alliance dans le cercueil parce qu'on est libre, libéré de ce lien du mariage passé. J'ai dit, je comprends ce que tu me dis, mais comprends que ça fait 10 jours que mon épouse est morte et que je suis dans le deuil et que ce n'est pas simple pour moi. Et il m'a dit dans les yeux, il m'a parlé comme un père, et il m'a dit, tu ne pourras pas rester seul. J'ai dit, mais Germain, je ne suis pas encore guéri de ma blessure du départ de ma femme. Il m'a dit, ça je le comprends, mais tu ne pourras pas servir le Seigneur en restant seul. Ok. Je suis rentré en France et j'ai repris mon travail de pasteur en septembre. Et soudainement, dès le début septembre, un tas de sœurs de l'Église qui n'avaient pas de raison d'avoir des rendez-vous avec moi, prenaient rendez-vous avec moi. Et au bout de 3 mois, je vais voir ma secrétaire et je dis, écoute, il faut que tu me parles en vérité. Mon bureau n'a jamais senti le parfum ces 3 derniers mois de toutes 30 ans de ministère quasiment. Comment se fait-il? Et ces femmes, elles viennent en robe comme si elles venaient à une soirée de mariage. Est-ce que tu as remarqué ça? Et elle me dit, elle me voit, ma secrétaire, elle me dit, je ne voulais pas vous le dire, pasteur, mais il se passe des choses bizarres.
Alors je suis allé voir un ami pasteur, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai un problème, je veux que je te raconte. Et comme l'apôtre Germain, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, Georges, il faut que tu comprennes une chose. Tu es sur le marché. Tu es sur le marché. Et toutes ces femmes seules dans l'église t'idéalisent. Tu es pasteur, tu as le symbolique de l'homme sérieux, de tout ça, et tu es l'idéal pour elles. Et ce qu'avait dit l'apôtre Germain était vrai. Il n'est pas bon d'être seul. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, soit tu règles le problème, soit je quitte le ministère, parce que je ne vais pas rester longtemps dans cette situation à me bagarrer avec ça. Et Dieu a permis que je rencontre Christine. Mais, le même processus qu'on vous a décrit s'est passé à nos âges avancés. On l'a vécu, tout pareil, hein. J'allais acheter un costume neuf pour la voir. J'allais pas lui dire mes défauts, non? Et Dieu sait si j'allais. D'accord? Mais j'allais pas lui raconter, puisqu'il fallait que je la séduise, entre guillemets. Alors, c'est pas dans la même mesure, peut-être, que vous, les jeunes. Et le même processus que Christine, avec Christine. Sauf qu'elle, elle me cachait quelque chose. Ça me le cachait vraiment. Elle me cachait la réalité que si je l'épousais, il y avait derrière 4 enfants. Et des ados. Mais j'en voulais pas. Mais j'en voulais pas parce que moi, mes enfants, ils avaient grandi. Les crises d'ados, c'est fini. J'avais payé les études universitaires et j'avais pas envie de recommencer pour ces 4 enfants. La fille, elle me plaisait, mais le cadeau derrière, un peu moins. Et nous avons été dans le même processus qu'on vous a décrit. Le même chemin. Il n'y a pas d'âge pour ce chemin. Et ça nous a obligés aussi à définir la carte, notre projet de vie, notre boussole. On a tout écrit. Tu fais quoi? Je fais quoi? Qu'est-ce qu'on a en commun dans tout ça? Qu'est-ce qui n'est pas commun? Qu'est-ce que tu veux garder? Qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce qu'on va construire? Où est-ce qu'on va habiter? Comment on va servir le Seigneur? Est-ce que tu veux être missionnaire à Madagascar avec moi? Elle me répond non. C'est réglé. Je suis missionnaire à Madagascar. Et Dieu nous a conduits à construire un couple, le couple qu'on devait construire. Il n'y a pas d'âge pour ça. Et j'ai dû apprendre à aimer ses enfants. Je vais vous dire une parole dure. Un jour, j'ai dit à une de ses filles, je ne t'aime rendu malade. pas. Je ne t'aime pas. Parce que j'étais vrai. Mais je te promets une chose. C'est que j'apprendrai à t'aimer. Je n'allais pas tricher avec elle. Elle a dû faire un travail et j'ai fait un travail. Et cette jeune fille aujourd'hui m'appelle papa. Ou me considère comme son papa. J'arrête là. Est-ce que vous avez des questions? Encore et on arrête. Il y avait une question là sur le côté. Jeune fille, non? Tu n'avais pas levé la main à un moment donné? Non, c'est passé? D'accord, ok. Voilà, jeunes gens, nous avons beaucoup déposé dans vos vies. On se revoit dimanche prochain. Si vous avez des questions dimanche prochain, vous pourrez nous les poser avant de recommencer la session. Pasteur, je vous laisse la parole.